Donc, Elsa, moi, je suis contente de faire ce Twitch avec toi, puisqu'on avait déjà fait notre premier webinaire ensemble. Aujourd'hui, c'est notre premier Twitch. Et puis, je trouvais que c'était intéressant que tu me poses des questions, puisque les premiers jobs d'été sont beaucoup moins loin pour toi que pour moi. Toi, est-ce que tu avais des questions à poser par rapport à cette candidature? Quels sont les conseils que tu aurais aimé entendre? Alors, justement, je pense qu'on peut partir de la question de Marmâtre pour demander quel CV faut-il créer pour un job d'été. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment la même chose que lorsqu'on cherche un stage pour ses études ou alors qu'on cherche un premier emploi. C'est un job particulier. Donc, quelles sont les catégories importantes dans le CV? Moi, je pense que oui, ça va pas être tout à fait le même CV, mais ça sera jamais le même CV que vous allez envoyer, même si c'est pour un stage, une alternance qui a un lien direct avec vos études. Donc, première étape, je pense qu'il faut vous faire une petite mallette à outils dans laquelle vous allez pouvoir ranger toutes vos expériences dans la pochette expérience, toutes vos formations diplômantes et qualifiantes avec les MOOC, avec les compétences linguistiques, si vous avez suivi des formations en informatique, dans votre pochette formation. Une pochette centre d'intérêt qui peut s'appeler également loisirs, information complémentaire. On va changer vraiment le titre en fonction de l'information que vous voulez y faire figurer. Et puis, on ne va pas oublier non plus votre pochette coordonnée, puisque là, vous allez pouvoir également y noter vos blogs, si vous en avez un, vos profils LinkedIn. On va donc commencer par comment présenter ses coordonnées. Ses coordonnées, donc, c'est prénom, nom. On évite madame, mademoiselle, monsieur, là, franchement, c'est d'un autre temps. Petite astuce, le nom de famille, toujours en majuscule. Ça permet d'éviter les confusions. Imaginez que vous avez un prénom et un nom qui peuvent être interchangeables, c'est-à-dire ce sont deux prénoms. C'est un repère visuel pour se dire, voilà, son nom de famille, c'est celui qui est en majuscule. Ensuite, vous allez noter votre adresse. Alors, certains font le choix de noter que leur département ou que leur ville. Là, franchement, moi, j'ai pas d'avis parce qu'il n'y a pas un CV unique, idéal, qui fonctionne. Il faut vraiment que ce CV, ça soit le vôtre et que vous appréciez de le présenter. Ensuite, on va noter son numéro de téléphone et j'insiste bien, son numéro de téléphone et un seul. Dernièrement, j'ai vu des CV avec 3 numéros de téléphone. Bon, imaginez-vous à la place du recruteur, je téléphone sur lequel vous privilégiez vraiment le numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable. Il y a Jacques qui demande s'il faut ajouter une photo pour avoir un bon CV. La photo, pourquoi pas? Là, pareil, c'est votre choix. Elle n'est pas obligatoire. Moi, je conseille la photo si déjà vous en avez de bonne qualité, qui passe aussi bien en impression noir et blanc ou en couleur. Il faut que la photo, elle soit professionnelle, c'est-à-dire c'est pas une photo de vacances, c'est pas une photo entre potes. Voilà, tous ces petits détails. Je pourrais des fois insister pour que vous mettiez votre photo si on est sur des jobs liés à du relationnel. Parce que quand on postule sur des postes un peu événementiels, de hôtesse, dans le marketing, dans le tourisme, oui, là, on va pas se mentir. Le physique, si vous avez un physique agréable, c'est quand même plus attractif. Le recruteur, il va y être sensible. Donc, ouais, voilà. À vous de juger si la photo, elle est franchement utile.
si la photo peut être un élément déclencheur. Autre indice qui peut déclencher vraiment un intérêt pour lire votre CV, c'est le titre du CV. Alors, quand je parle de titre, je ne vous demande pas de marquer CV au curriculum vitae. Le titre, c'est pour indiquer au recruteur pourquoi vous envoyez ce CV. Donc, pour les jobs d'été, on va noter job d'été, vos disponibilités, et puis en dessous, le secteur, vente, logistique, livraison, par exemple. Vous pouvez regarder aussi sur l'annonce, hein, il y aura écrit le nom du poste, donc vous pouvez l'ajouter comme titre. Ouais. Donc, Maëlle, je crois que c'est ça, qui demande à chaque candidature une modification du CV. Il faut changer le titre du poste auquel on candidate s'il est différent, mais sinon le CV peut rester le même. Oui, oui. Puisque bon, maintenant on va aborder les autres rubriques. Donc une première rubrique, on va choisir de mettre expérience si vous avez déjà quelques jobs, mais ça peut être également les stages, ça peut être également du bénévolat. Ce sont des expériences pendant lesquelles vous développez une compétence. Donc pour moi, ça fait partie de cette rubrique expérience. Justement, j'avais une question. Comment faire si on a peu d'expérience ou des expériences qui ne sont pas du tout en lien avec le poste auquel on postule? Ce qui est logique. Hein. Là, vous êtes tous des jeunes diplômés ou en cours de scolarité. Donc, sans expérience, ben, on va jouer sur nos qualités. On va non pas se demander est-ce que j'ai les bonnes compétences pour réaliser les missions qui me seront confiées, mais on va se demander est-ce que j'ai les qualités pour être un bon vendeur, une bonne vendeuse, par exemple. Là, c'est vraiment d'où l'intérêt de bien lire et relire les annonces des recruteurs. Les recruteurs, lorsqu'ils rédigent une annonce, ils vous donnent tous ces indices. Même lorsqu'ils rédigent un profil de poste, parce que vous allez postuler des fois de façon spontanée, pas toujours répondre à une annonce, mais vraiment, basez-vous sur le descriptif des profils de poste. Ça vous donne déjà quelles sont les qualités recherchées par les recruteurs, quelles sont les qualités sur lesquelles vous allez pouvoir miser votre candidature. OK ? Alors, il y avait une question, et à l'inverse, si on a beaucoup d'expérience, études et travail en même temps. Alors là, il faut choisir les expériences qu'on veut mettre en avant, celles qui peuvent justement faire ressortir les qualités pour le poste. Oui. Si vous avez beaucoup d'expérience à ce moment-là, et des expériences qui correspondent au titre, à l'objectif que vous visez pour obtenir ce job, à ce moment-là, moi, je peux proposer de faire un petit encadré avec les compétences en lien direct avec celles recherchées par l'entreprise. Ensuite, donc, cette partie expérience, à chaque fois, on date, on part de l'expérience la plus récente. Ça sera toujours ainsi. Hein. C'est antichronologique, on parle du plus récent au moins récent. On décrit son expérience, donc c'est la date, du début à la fin. Si vous n'avez plus les dates exactes, c'est pas grave, ça peut être le mois et l'année, ou alors l'année et entre parenthèses la période, 1 mois, 2 mois. Ensuite, le poste sur lequel vous avez été embauché, le nom de l'entreprise, le lieu, et en dessous, bah, vous expliquez sans phrase, mais je vous recommande de commencer par un verbe un peu dynamique, réaliser des inventaires, accueillir la clientèle. Voilà, c'est juste montrer que vous avez été actif pendant cette mission. C'est 2, 3, pareil, j'ai pas de règle. Par contre, on ne va pas marquer 10 missions par poste. Essayez en plus à chaque fois d'être assez équilibré dans la présentation de vos expériences. Vous pouvez mettre 2 ou 3 missions par expérience. Ouais. Ça permet vraiment de voir ce que vous avez appris dans chacune de vos expériences, même si c'est un stage découverte, comme c'est demandé en commentaire.
Oui, bien sûr, vous pouvez mettre votre expérience de stage de découverte. Qu'avez-vous fait pendant votre stage de découverte? Vous avez certainement été aux côtés d'un professionnel. Ce professionnel, ben, il vous a expliqué son métier. Si ça peut avoir un intérêt d'indiquer au futur employeur, mais j'ai déjà vu faire et je suis capable de le faire parce que j'ai une bonne résistance physique, parce que je sais être réactif, parce que j'ai un énorme capital sympathie, voilà, pourquoi pas. Il faut vraiment savoir utiliser toutes ces expériences. Et quand je parle d'expérience, ce n'est pas uniquement des expériences professionnelles. On y reviendra, mais la partie centre d'intérêt ou information complémentaire peut également avoir son intérêt majeur lorsque nous débutons. Donc, une partie expérience professionnelle que je vous propose de mettre en premier puisqu'on vise un job. Deuxième partie, formation. Formation, bah, vous expliquez votre parcours scolaire. On va commencer par le bac ou le brevet. Oui. J'allais dire que vous pouvez ajouter des formations qui ne sont pas que des formations scolaires. Par exemple, le brevet de secourisme. Vous pouvez l'ajouter, ça peut encourager les recruteurs à vous contacter. Oui, également les brevets par rapport à l'outil informatique, compétences linguistiques, parce que moi je vais proposer de mettre les compétences informatiques et linguistiques en sous-rubrique dans cette rubrique formation, que vous pouvez appeler parcours scolaire également. Donc là, pareil, c'est une date. Donc, 2020, baccalauréat, STI 2D, le lycée, votre spécialité, et puis bon, le brevet, pourquoi pas. Bon, petit à petit, vous allez éliminer les différents diplômes, mais surtout noter toutes les formations, pas uniquement les formations pour lesquelles vous avez obtenu des diplômes. De montrer que vous êtes sur d'autres formations, que vous aimez apprendre. Ça peut également indiquer qu'on va pouvoir vous confier une nouvelle procédure de travail, ou on va pouvoir vous confier des consignes, voilà, que vous aimez apprendre, découvrir. La curiosité, pour moi, je pense que c'est également une qualité à avoir quand on cherche un job d'été. Alors, je vois dans les commentaires, on dit que le CV est assez classique comme modèle. Oui, il est assez classique. Après, justement, il est à personnaliser. Si vous avez plus de compétences en design, utilisez-les pour le rendre plus visuellement attractif. Et puis surtout, il faudra le personnaliser en fonction de l'offre. Il faut vraiment choisir les bonnes expériences, voir les mots-clés qui sont dans l'offre d'emploi et les réutiliser dans votre CV. C'est ça qui va vraiment intéresser le recruteur, c'est ces mots-clés. Donc, le modèle qu'on utilise, vraiment, c'est vraiment juste un modèle classique. Ce qu'il faudra faire, c'est vraiment relire l'offre d'emploi et trouver les mots-clés et de créer votre CV parfait pour cette offre d'emploi. On n'a pas voulu mettre un super CV design pour ne pas vous influencer, vous mettre la pression que tout le monde doit avoir un super CV design. Parce que vous savez, vous pouvez avoir un super CV design, mais si, comme vient de le dire Elsa, vous n'avez pas renoté les mots-clés pour montrer que vous êtes conscient des futures tâches que vous allez devoir réaliser, que vous ne réussissez pas à mettre en avant vos qualités utiles dans ce job, ça ne servira à rien. Donc, je préfère des CV classiques avec toutes les informations utiles à votre recrutement qu'un super CV avec plein de couleurs. Pour le brevet, si on a juste le brevet, on ne met pas de rubrique formation ou on met avec juste dedans brevet. Alors, never key off, il faut mettre une rubrique formation et en dessous, la date d'obtention du brevet, brevet, collège, le nom du collège et la ville. Puisque dans cette partie formation, vous allez également pouvoir noter votre niveau en langue, votre langue vivante 1, peut-être vous en avez eu 2 ou 3,
votre capacité à maîtriser l'outil informatique, Word, Excel. Vous avez peut-être également déjà touché à des logiciels de retouche d'image ou d'autres logiciels un peu plus techniques si vous avez préparé une filière professionnelle. C'est dans cette rubrique que vous allez pouvoir mentionner tous ces atouts. Alors, il y a quelqu'un qui demande si on est mineur et qu'on a simplement le brevet, c'est plus compliqué du coup. Alors, on va parler du cas des personnes mineures plus tard pour les candidatures, justement, parce que c'est vrai que ce ne sera pas forcément les mêmes offres que pour les personnes majeures. Ce n'est pas les mêmes conditions d'emploi. Donc, on en parlera plus tard. Si on a fait 2 fois le même stage, on le remet 2 fois. Si vous avez fait 2 fois le même stage, vous n'avez peut-être pas fait 2 fois les mêmes missions. Voilà. Là, ça nécessiterait plus d'indications. Vous pouvez avoir fait deux fois le même stage dans la même entreprise ou pas, je ne sais pas, mais tout dépend de vos études. Si c'est dans la même entreprise, ça peut vouloir dire que l'entreprise a été super contente de vous avoir une deuxième fois. Donc pour moi, c'est assez rassurant si j'étais recruteuse. Hein. Alors, ensuite, on peut mettre nos activités sportives. Justement, c'est dans la partie centre d'intérêt, ouais. qui est quand même une partie importante, surtout pour une candidature job d'été et si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, parce que ces expériences-là, que ce soit des activités sportives ou culturelles, vous faites de la musique, n'importe quoi, ça peut permettre aux recruteurs de savoir un peu quelles sont vos qualités. Par exemple, si vous jouez au foot, vous avez l'esprit d'équipe, des choses comme ça. Ça peut être pertinent pour le recruteur. Surtout, on ne met pas centre d'intérêt, foot, running, muscu. C'est dans cette partie-là où on peut un peu personnaliser, un peu mettre d'humain. Donc, on pourrait mettre centre d'intérêt ou loisir, sport, foot, au club de telle ville, à tel poste. Parce que moi, je pense que quand on fait des sports collectifs, le poste auquel on joue, ça peut également nous indiquer un peu votre tempérament. Tout le monde n'est pas goal ou défenseur ou attaquant. Donc, je pense que voilà, tout ça, ce sont vraiment des réels indices pour vous dévoiler. Alors, donc, on peut avoir cette mention inscrite dans un club qui peut également vouloir dire que vous êtes capable de vous intégrer au sein d'une équipe. Donc, c'est hyper important si vous postulez sur un job où il y aura beaucoup de collectifs. Si vous voulez noter musique, on voit énormément de CV avec musique, mais musique, vous pratiquez ou vous écoutez? Là, pareil, il va falloir donner un peu plus d'infos. C'est pratique au conservatoire ou apprentissage en autodidacte de la guitare. C'est je joue dans un groupe où j'ai créé mon groupe depuis 4 ans et je compose. Voilà, il faut vraiment essayer de se servir de vos loisirs pour montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, parce que là, tout de suite, ça remplace toute cette inexpérience que forcément tous les débutants. Hein. Par les centres d'intérêt, est-ce qu'on peut mettre une activité qu'on a fait pendant longtemps, mais qu'on ne pratique plus actuellement? Alors, Irungi, ça dépend si de combien elle date. Voilà, mais oui, vous pouvez tout à fait mettre une activité que vous avez fait pendant longtemps, oui. Est-ce qu'il y a des activités à ne pas mettre? Je ne pense pas qu'il y ait des activités qui fassent peur. Après, si, moi j'ai un exemple où des fois je peux mettre en garde, ce sont des activités syndicales ou politiques. Certains jeunes peuvent être engagés dans des associations très marquées politiquement.
Donc là, ben, à voir si vous voulez vous afficher avec une couleur politique. Voilà. Et toutes les informations que vous notez sur un CV, posez-vous la question si vous voulez qu'on vous pose des questions sur cette activité, et, voilà, ou si vous voulez que ça reste vraiment privé. Donc voilà, ça serait plus ce bémol par rapport aux activités. Mais oui, dans l'absolu, du moment que vous pensez que l'activité, elle vous reflète bien et qu'elle peut être intéressante, ouais. Bah, je pense qu'on a fait. Ciné. Ah, cinéma. Pareil, cinéma, c'est comme pour la musique, hein, évitez de mettre cinéma. Donnez également une info si c'est plutôt les films américains, si vous êtes plutôt cinéma d'animation ou si vous suivez un réalisateur. Vraiment, la rubrique centre d'intérêt, quand on est jeune, il faut vraiment avoir une certaine attention et elle peut vraiment faire la différence. Il faut vraiment la personnaliser du coup. Donc je pense qu'on a tout dit pour le CV. On va montrer une vidéo qui récapitule un peu tout ça et après on va passer à la lettre de motivation. C'est bon. Alors, si vous avez besoin de revoir cette vidéo, vous pouvez regarder sur notre site jobdt.com. Elle a été faite par Amandine, qui est donc alternante au service com du CIDJ. Donc, salut Amandine. Alors, on va passer à la lettre de motivation. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent si elle est vraiment importante, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'elle n'est pas lue, ou d'autres qui pensent que c'est elle qui fait vraiment qu'on est appelé. Donc, la lettre de motivation, pour moi, reste un outil qui peut accompagner le CV. En tout cas, au niveau des offres, souvent les employeurs continuent à demander une lettre de motivation. La lettre de motivation, ce n'est pas un CV bis. Elle apporte un complément d'information. Là, au moins, la lettre de motivation, c'est ce qui va vous permettre de personnaliser encore plus votre CV, et surtout son objectif, c'est pas uniquement de dire vous êtes les plus beaux, les plus forts, c'est pour ça que je veux rejoindre votre entreprise. Non, c'est plutôt vous mettre en situation, montrer que vous connaissez parfaitement le job, que vous vous êtes informé, que vous avez bien lu
l'offre, vous avez bien lu le profil de poste et que vous vous imaginez déjà en train de réaliser telle ou telle mission. Un moyen de se souvenir de comment construire une lettre de motivation, c'est 3 pronoms. C'est vous, je, nous. Vous, pourquoi je m'adresse à vous? Pourquoi j'ai envie de travailler dans votre entreprise? Qu'est-ce qui m'attire dans ce job? Ensuite, je, c'est qui je suis, quel est mon parcours, sans reprendre le CV. Hein, le recruteur ou la recruteuse a déjà regardé votre CV, mais c'est simplement expliquer un peu ses choix d'études ou ses diverses expériences pour montrer voilà, un parallèle, des points communs. Et le nous, c'est comment vous imaginez des gens en situation, comment vous imaginez avec la clientèle de ce magasin ou comment vous imaginez au comptoir de tel bar, comment vous imaginez en tant qu'animateur, en tant qu'animatrice, quel jeu vous allez pouvoir créer, animation à réaliser. Voilà, ce nous, c'est une projection pour montrer vraiment que vous êtes motivé et que vous êtes fin prêt. Là, on est dans une période très particulière. On va avoir des offres qui vont peut-être arriver subitement. Soyez prêts à dire, mais moi, le job, vous pouvez m'appeler demain, j'y vais, quoi. On peut avoir des offres très tardives. Donc, il ne faudra pas se décourager cette année encore, mais il est possible que vous puissiez postuler quand l'été sera déjà bien débuté, parce que les employeurs vont attendre de voir comment la reprise, elle se fait. Donc, voilà, la lettre de motivation, on va reprendre exactement le même bloc coordonné que celui que vous avez sur votre CV. On va également mettre le destinataire, la date, un objet. L'objet, c'est l'objectif, c'est candidature au job d'été en tant que vendeur ou c'est réponse à l'annonce numéro tant parue sur tel site. Et puis ensuite, c'est madame, monsieur, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, parce que ce n'est pas toujours noté hein, sur les offres. Et puis voilà, 3 rubriques. Vous, pourquoi vous m'intéressez? Je, qui je suis? Quels sont mes atouts? Nous, comment je serais capable de vous satisfaire? Et on va terminer par une petite invitation en indiquant que vous êtes prêt à être reçu pour un entretien pour expliquer plus vivement votre motivation, votre capacité à réaliser le job. Vous laissez la personne libre de vous proposer un rendez-vous en présentiel ou à distance. Et puis, vous terminez par une formule de politesse et ensuite la signature. Cette lettre de motivation, vous allez pouvoir la donner en main propre ou l'envoyer par mail. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le CV et la lettre de motivation, surtout, vous les enregistrez pas d'un simple CV .doc ou PDF. Hein. C'est CV, votre nom, votre prénom et peut-être le nom du poste ou la référence de l'annonce. La lettre de motivation, c'est pareil, c'est lettre avec votre nom et prénom. Ça permet aux recruteurs de pouvoir classer facilement vos pièces jointes. Si vous l'envoyez par mail, faites gaffe. Souvent, moi, les pièces jointes, je peux les oublier. Avant de cliquer sur envoyer, vous vérifiez bien que vous avez bien indiqué vos pièces jointes. Si vous répondez ou si vous envoyez votre candidature par mail, ne vous contentez pas d'envoyer 2 pièces jointes, mais accompagnez vraiment ces pièces jointes d'un petit message, un résumé. Bonjour, je me permets de vous envoyer ma candidature pour le poste.
Vous pouvez également noter vos qualités, vos atouts que vous désirez mettre en avant. Et dans votre signature, vous notez votre nom, prénom et votre numéro de téléphone. Ça évite de devoir sans cesse rouvrir les pièces jointes pour savoir comment vous contacter par téléphone si on veut vous appeler très rapidement. Faites attention, hein. Le recruteur, il peut recevoir votre candidature et vous appeler dans l'instant s'il a un coup de cœur. Donc, le message du répondeur, il est sérieux, il est correct. On ne déconne pas, ce n'est pas un copain qui va vous appeler pour vous faire une farce. D'accord? Est-ce que j'oublie quelque chose d'autre? Vérifier les fautes d'orthographe. Oui. Ça, c'est un peu une évidence, mais c'est important de le rappeler, que ce soit dans la lettre de motivation, le CV, mais même aussi le mail où on envoie notre candidature. Il y avait quelqu'un qui demandait par rapport à la taille de la lettre de motivation, il faut que ça tienne en une page. Oui. Pareil pour le CV, il faut qu'il tienne en une page. Et il y avait quelqu'un qui demandait aussi s'il fallait fournir des documents pour prouver les informations qu'on avait mises dans notre CV. Non, pas besoin. Par contre, c'est bien pour la lettre de motivation de reprendre les expériences que vous avez faites dans votre CV sans les redécrire, mais en prenant vraiment des exemples, en expliquant, j'ai fait par exemple mon stage dans une épicerie, j'ai pu faire telle mission, ce qui me prouve que je pourrais faire ce qu'elle candidate. Oui, tout à fait. Utiliser des exemples pour prouver que vous êtes capable. Oui, lors de mon précédent stage, mon responsable appréciait ma façon d'accueillir sa clientèle, ou je prenais plaisir à placer les cartes de fidélité. Moi, souvent, au départ, quand j'avais du mal à écrire une lettre de motivation, mais je trouvais une offre qui était très proche du job sur lequel je voulais envoyer une candidature spontanée, par exemple. Et je m'efforçais de répondre à une fausse annonce. Comme ça me guide dans le fait d'expliquer comment je pourrais réaliser telle ou telle mission. Dès lors que vous répondez à une annonce, on est bien d'accord, c'est une réponse. Donc, vous répondez. C'est-à-dire, vous reprenez l'annonce et presque point par point, vous apportez un élément, une information pour rassurer le recruteur que vous avez bien tel niveau en langue, que vous avez telle qualité, que vous avez tel niveau. S'il vous demande d'être mobile sur plusieurs départements, si vous avez une voiture ou un scooter à disposition, ou voilà, vous répondez point par point. Là, vraiment, la lettre de motivation, autant le CV, on peut avoir un CV de base et le modifier selon les annonces, selon les types de jobs. La lettre de motivation, à chaque fois, elle est unique. Alors oui, des fois, vous allez vous répéter parce que dans votre caisse à outils, vous avez toutes les informations, et dans cette caisse à outils, vous allez piocher au fur et à mesure des opportunités, les informations intéressantes pour le recruteur et pour ce job. Donc, à chaque fois, vous allez sélectionner les informations. Là, franchement, prenez le temps d'adapter, de personnaliser vos candidatures. Franchement, je préfère que vous envoyiez moins de candidatures plutôt que 500 fois la même, parce que ça rime à rien. Et là, oui, ça se sent quand on lit une candidature, que si vous avez pris ce soin, si vous envoyez une candidature banale, c'est que vous n'êtes pas franchement motivé pour rejoindre mon équipe ou pour faire le job. On ne va pas se mentir. Donc, franchement, prenez le temps, faites-en moins, mais très bien. Et si vous avez du mal à vous repérer dans toutes vos candidatures, vous pouvez créer un petit tableau Excel en notant j'ai envoyé ma candidature tel jour pour cette entreprise. Vous pouvez noter aussi s'il y a le numéro de téléphone pour être sûr de reconnaître le numéro s'il vous appelle.
Voilà, super important. Ouais. Également pour les relances, hein. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut relancer hein, au bout d'une semaine. Alors, quand je dis relance, c'est pas envoyer un mail mode vénère, bah alors ça fait plus d'une semaine que vous ne m'avez pas répondu. Hein. C'est, voilà, je me permets de vous recontacter car je vous ai envoyé ma candidature. Avez-vous reçu beaucoup d'offres? Pouvez-vous m'indiquer dans quel délai je peux espérer d'être rencontré ou attendez-vous encore quelques semaines pour avoir un maximum d'offres? Voilà. Lorsque vous relancez, c'est vraiment sur le mode est-ce que vous avez besoin d'informations complémentaires? Est-ce que vous pouvez m'indiquer un délai de réponse? Voilà, c'est en mode soft. Hein. On n'est pas vénère, même si on l'est, mais... Alors, il y a quelqu'un qui demande où doit-on préciser nos disponibilités sur le CV ou la lettre de motivation. C'est important de le préciser. Ouais. Moi, le CV, je ne sais pas toi, mais j'aime bien le mettre en titre. Oui, oui, oui. C'est vrai que ça peut être comme ça saute directement aux yeux. Ouais. Si ils recherchent particulièrement quelqu'un pour le week-end, par exemple, et que vous dites tout de suite que vous êtes disponible pour le week-end, c'est très bien. Et reprécisez-le dans la lettre de motivation. Ouais. Comme ça, on est sûr de bien le voir. Et dans la lettre de motivation, moi, je le mettrais dans la partie nous. Et c'est là où vous pouvez introduire et je suis disponible comme vous le souhaitez pendant le week-end ou en soirée ou vous avez de la chance, je suis très matinale et je serai à vos côtés dès 6 heures du matin. Voilà. Moi, dans la partie lettres, c'est plutôt dans cette troisième partie, dans ce nous, comment on va travailler ensemble, que je préciserai mes dispos. Il y a Marmat qui demande est-ce que les relances sont vraiment utiles si le recruteur ne nous recontacte pas, c'est que finalement, il ne l'intéresse pas. Ça peut permettre aussi d'avoir des informations pour vous, pour savoir ce qui manquait dans votre CV. Si c'est vraiment le cas et qu'il n'est vraiment pas intéressé, ça peut vous permettre de changer vos informations. Oui, ça peut être aussi une technique du recruteur. Hein. Il y a des recruteurs qui se disent moi, je ne réponds pas tout de suite parce que je vais pouvoir repérer ceux qui sont motivés, ceux qui pas parce qu'ils vont me relancer. Ils ont très envie de me rejoindre. Du coup, ils vont me relancer, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Donc, il n'y a pas un modèle unique de CV, il n'y a pas un modèle unique de recruteur d'entreprise. Hein. Mais oui, la relance, ça vaut le coup si on est motivé et qu'on veut vraiment décrocher. Alors, je reliste un peu. Il y avait aussi quelqu'un qui demandait si on devait préciser le nom du poste, si on ne savait pas vraiment pour quel poste on candidatait, j'imagine pour une candidature spontanée. À ce moment-là, on va plutôt mettre le domaine d'activité. On va rester sur des termes assez généraux, vente, restauration rapide, animation, assurance. Voilà, à ce moment-là, on fait un peu général. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la lettre de motivation? J'avais vu aussi que c'était un peu compliqué pour donner son CV en main propre en ce moment. Après, ça dépend de l'endroit où vous voulez postuler. De toute façon, maintenant, c'est beaucoup par mail. Hein. Mais c'est vrai que pour certains domaines, c'est encore demandé. Moi, dès qu'un certain nombre d'établissements vont rouvrir, alors je ne vous dis pas, dès le premier jour, vous sautez sur l'occasion. Les restaurateurs auront certainement d'autres affaires à régler ce premier jour, mais vous pouvez repérer autour de chez vous les lieux qui vont rouvrir et un jour, lorsque vous avez repéré qu'il n'y a pas trop d'affluence, qui peuvent avoir le temps de vous recevoir, de vous écouter, ça vaut le coup d'aller se présenter et de leur dire, ben voilà, si vous êtes dans l'urgence, vous avez besoin de quelqu'un, vous savez que moi je suis dispo, voici mon CV avec mon numéro de téléphone, j'habite pas loin. Le fait de ne pas habiter très loin, ça peut être également un atout.
le recruteur peut se dire, bah, tiens, oui, je peux l'appeler rapidement, voilà, s'il est dispo. Donc, si on peut, moi, je vous recommande de continuer dans cette démarche de déposer un CV, d'aller rencontrer les personnes qui travaillent dans les entreprises que vous avez repérées, dans les commerces de proximité. Euh, N'y allez pas et simplement donnez votre CV. Là, par contre, préparez bien une phrase. Comment vous allez vous présenter? Il ne suffit pas de donner votre CV. Vous allez dire bonjour, je me permets de vous déposer mon CV juste pour vous indiquer que je pourrais être dispo si vous avez un besoin. Voilà, je serai capable de renseigner sur vos produits parce que je suis client dans votre magasin. Voilà, trouvez comment vous allez vous présenter et toujours en mettant en évidence que vous connaissez les futures missions qui vous seront confiées, que vous avez les qualités pour être vraiment une super recrue. Alors, maintenant qu'on a fait notre CV, notre lettre de motivation, il faut savoir à qui on va l'envoyer. Donc, c'est notre deuxième partie, viser quel job.